Bonjour et bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo autour de la question, est-ce que nous avons en tant qu'humains une mission de vie? Et tout simplement, c'est une question que je me suis énormément posée. Je pense, alors moins ces dernières années, puisque j'avais trouvé des réponses, mais pendant des années, peut-être 5, 6, 7 ans, je m'intéressais énormément à cette question-là et surtout, moi j'avais la sensation que j'avais une mission de vie et du coup je cherchais quelle était cette mission de vie. Donc aujourd'hui, je vais vous partager beaucoup en lien avec mon cheminement, les réponses que j'ai trouvées et puis des idées pour vous aider à cheminer vers votre mission de vie. Et par rapport à cette question-là, si j'y réponds très succinctement dès le démarrage, moi j'ai envie de dire, d'après toutes mes expérimentations, tout ce que j'ai exploré, oui, selon moi, on a une mission de vie, mais en fait, on n'en a pas qu'une, je pense. Je pense qu'elle est multidimensionnelle et je pense que notre première mission de vie, c'est de découvrir notre mission de vie. Parce que je pense qu'en fait, on est un humain qui se connaît très peu quand on est au début d'un cheminement en conscience et que cette découverte de soi, cette découverte de qui nous sommes, de ce qu'on a à offrir aux autres et au monde, de ce qui nous a forgé durant notre enfance, qui a créé nos forces et aussi nos blessures, tout ça, ça fait partie en fait de notre mission de vie. Pour vous raconter un petit peu comment ça s'est passé pour moi, moi quand j'étais donc, je travaillais chez Guerlain depuis quelques années, ça se passait vraiment bien, donc j'avais beaucoup de confiance en moi et puis j'avais des interrogations assez fortes en fait autour de c'est quoi, les next steps pour moi dans cette entreprise, et dans ce groupe parce que ça faisait partie du groupe LVMH, donc il y avait pas mal de possibilités. J'adorais l'international, donc une piste très, classique aurait été de prendre un poste, avec plus de responsabilités à l'étranger. Euh, et, euh, et j'étais vraiment dans cette quête très forte de mais qu'est-ce qui me correspond vraiment à moi? Parce que je sentais que dans l'entreprise et dans les RH, puisque j'étais en gestion des ressources humaines, il y avait des dimensions que j'aimais énormément, qui étaient en fait accompagner le développement du potentiel des personnes. Et il y avait des dimensions sur lesquelles je me forçais clairement. J'aimais pas, je me disais bah, ça fait partie du package, je suis obligée. Et du coup, j'avais vraiment ouais, cette quête au fond de moi. Donc au début, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu cette épiphanie, cette révélation que je raconte dans mon livre Le voyage avant le voyage, où en 2014, je fais un road trip en Écosse avec des copains et une nuit, j'ai une sorte de révélation de rester dans le groupe LVMH ne te rendra jamais heureuse. Donc j'ai eu des questions autour de qu'est-ce que tu veux vraiment. Et cette nuit-là, en fait, a émergé l'enjeu de découvrir quel était mon talent singulier et comment je pouvais le mettre au service des autres d'une façon qui avait du sens, qui était joyeuse pour moi. Et cette nuit-là, en fait, ce qui s'est révélé à moi aussi, c'était je vais prendre une année off pour découvrir ça. Donc ça, c'était vraiment une première étape. Je ne me posais pas encore la question de ma mission de vie parce que bah, il y avait un angle très professionnel, très d'expression de mon talent dans la vie professionnelle. Et il y avait une grande exigence en fait en moi. Et puis ce qui s'est passé, c'est que dans cette année sabbatique, donc que je n'ai pas raconté dans un livre, c'est la suite en fait du livre Le voyage avant le voyage. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai vécu un déconditionnement. C'est-à-dire qu'en partant à l'autre bout du monde, là où personne ne me connaissait, je suis partie en Asie, j'étais très attirée par l'Asie. J'ai compris beaucoup plus tard que c'était parce que c'était très spirituel en fait, l'Asie. Il y a du moins les pays où je suis allée, il y a une spiritualité qui est très visible dans le quotidien, en fait très incarnée par les habitudes des personnes, notamment à Bali par exemple avec les offrandes. Euh, voilà. Et donc, du coup, je pars dans cette année sabbatique. Et au début, ce qui s'est passé, c'est ah, ok, donc maintenant, en fait, je suis à l'autre bout du monde. Personne n'attend rien de moi. Mais qui suis-je et qu'est-ce que je veux vraiment? Euh, Parallèlement à ça, ce qui s'était passé, c'est pendant la préparation de mon année sabbatique, j'avais commencé à enclencher, en fait, toute une réflexion. Et j'étais partie aux États-Unis, à San Francisco, faire un programme de leadership pour des jeunes leaders qui voulaient avoir un impact positif sur le monde. Ça s'appelait Hive. Et on nous avait fait faire un processus qui s'appelait le Life Design. Et le fondateur, Ryan Alice de Hive, cofondateur parce qu'il n'était pas seul, il avait une phrase à l'époque, c'était quelque chose comme Life has no meaning, you have to create the meaning. La vie n'a pas de sens, c'est à toi de créer le sens. Et je, je trouvais que c'était intéressant de se dire, j'attends pas en fait que ça tombe du ciel, que le sens de ma vie tombe du ciel.
Par contre, moi, j'avais l'impression qu'il y avait quand même quelque chose qui venait de l'intérieur de moi, au-delà de ma volonté à créer en fait le sens de ma vie. J'avais l'impression que j'avais à écouter à l'intérieur, même si à l'époque, je ne savais pas trop comment faire. Donc voilà. Donc j'avais déjà fait tout ce processus de live design qui m'avait, qui avait commencé à me mettre sur la piste. Je ferme la parenthèse de ça et donc je me retrouve dans cette année sabbatique où, en fait, au bout de quelques mois, donc au début j'avais un plan, c'était très en mode ROI, Return on Investment. Je prends cette année, il faut qu'ensuite j'en récolte des fruits professionnellement. Je voulais organiser, planifier, je vais d'abord aller là, là. Et puis, au bout d'un moment, en fait, il y a quelque chose de l'ordre de à quoi ça sert, en fait, de vouloir tout maîtriser autant, de vouloir tout contrôler autant, parce qu'en fait, en faisant ça, mon ego se rassurait, mais laissait peu d'espace, je le découvrais, en fait, à la vie pour que je puisse être guidée, être dans ma liberté, ma spontanéité totale, suivre les rencontres de façon inopinée. Voilà, donc j'ai appris à desserrer un petit peu ce tissu de il faut que je tienne la façon dont mon quotidien se construit dans cette année. Et au bout de 4 mois, je me suis retrouvée à Auroville. J'avais ressenti un appel très fort pour aller à Auroville. Auroville, cité utopiste dans le sud de l'Inde, où 2500 personnes de 50 nationalités s'étaient rassemblées autour de 2 guides spirituels, The Mother et Sri Aurobindo, dans les années 70, pour créer un village, une petite organisation dédiée au développement du potentiel humain, spirituel, personnel, plus qu'au développement économique. Et c'était très révolutionnaire. Donc, ils ont commencé une expérimentation qui existe toujours aujourd'hui. Et donc, en fait, on m'en avait parlé, je m'étais dit vraiment, je dois aller dans cet endroit. Et en fait, j'ai fait une rencontre assez forte. Donc déjà, c'était un moment où j'avais arrêté de tout surplanifier et vouloir atteindre des objectifs. Et je m'étais dit, laisse de l'espace et vois. Ça me demandait de vaincre pas mal de peurs, en fait. Et donc, ce qui s'était passé, c'est que pour Auroville, j'avais une dizaine de jours de prévus en décembre. Du coup, c'était décembre 2015. Et je m'étais dit, bon, je vais pas planifier trop de trucs et je verrai quand je serai là-bas. Et je m'étais juste planifié quand même des rencontres avec un coach qui était justement axé sur découvrir sa mission d'âme, sa mission de vie. Donc, mais c'était genre 1 heure et demie, 3 fois 1 heure et demie sur 10 jours. Donc, c'était light. Et puis, une fois là-bas, donc, à l'époque, je cherchais mon talent. Donc, mon talent était à l'intérieur de moi, mais j'avais vraiment besoin du monde extérieur pour me dire, c'est quoi, en fait, ce talent, c'est quoi ce que j'ai offert au monde? Et j'étais hyper ouverte. Et j'avais vu un stage de shiatsu pour apprendre les bases du shiatsu en tant que praticien shiatsu. Je me suis dit, pourquoi pas, je vais découvrir ça. J'étais très intéressée aussi à l'époque par la reconnexion entre ma tête, mon cœur et mon corps. Et le shiatsu, c'est très corporel, donc ça m'intéressait. Et en fait, j'ai fait une rencontre qui a été bouleversante pour moi. Une jeune femme, j'ai même un peu d'émotion en le nommant parce qu'elle a vraiment changé ma vie. Elle était à la fois chef de projet dans une grande ONG en Suisse et elle était aussi médium depuis toute petite. Et moi, la spiritualité, j'avais pas du tout ouvert à ça. En fait, je connaissais pas. La seule façon où j'avais été en contact avec plus vaste que moi, c'était la religion catho que j'avais vraiment mis de côté parce que ça m'allait pas. Et du coup, en rencontrant cette jeune femme, ça a été un coup de cœur hyper fort. Pour moi, c'était une rencontre vraiment d'âme à âme. C'est comme si on avait rendez-vous ensemble, on avait le même âge, et on était toutes les deux à des tournants de nos vies. Et en fait, on a passé les 8 jours qu'on suivit ce stage à passer nos journées ensemble et à se soutenir, à s'écouter, à se conseiller. Et donc moi, je l'ai aidé parce que j'étais déjà très dans cette dimension d'aider les gens à se mettre au contact de leur potentiel. Et même si j'avais pas de méthode, j'avais pas d'outils officiels, c'était déjà très présent en moi. Et c'est aussi ce que j'ai envie de vous dire là. Regardez ce qui est très présent en vous maintenant. Même si vous n'avez pas fait 150 000 formations, il y a déjà des choses immensément présentes en nous. Et donc j'avais déjà beaucoup ça en moi, donc ça l'aidait beaucoup. Et puis elle m'a aidée à me remettre au contact de cette dimension spirituelle parce que je ressentais en fait un appel immense à suivre en fait des élans plus profonds de l'ordre plus spirituel, de connexion
en fait une dimension plus large de la vie que juste le monde matériel que je connaissais et la réalité très concrète avec laquelle j'avais été en contact pendant tout le début de ma vie, c'est-à-dire la vie, c'est il faut faire des bonnes études, trouver un bon job en CDI pour bien pouvoir payer sa retraite et être en sécurité toute sa vie. Et je sentais qu'il y avait un appel mais tellement plus fort dans mon cœur et au plus profond de moi. Et donc cette jeune femme m'a aidée à foncer dans cette direction. Et donc après sa rencontre, après ces 8 jours passés ensemble, en plus on est dans un cadre complètement magique, Auroville, j'ai eu une conversation assez radicale avec mon critique intérieur. Maintenant je l'appelle comme ça, mais à l'époque je n'avais pas encore fait ma formation de coaching, donc je ne savais pas que ça s'appelait comme ça. Mais bon, je sentais bien cette instance intérieure qui disait non, tu ne peux pas faire n'importe quoi, non quand même, il faut que tu raisonnes des trucs rationnels, non attends, mais qu'est-ce qu'on va penser de toi, non mais attends, non. Et en fait, à ce moment-là, je me suis dit, bon, en fait, c'est hyper important. Et je pense que cette émotion, là, elle monte aussi pour vous rappeler cette émotion à vous, de ce qui est vraiment juste. C'est très important que je ne fasse pas ce qu'on attend de moi, puisque justement, je suis à l'autre bout du monde. Euh, et que je profite de ça pour écouter vraiment mon cœur, écouter vraiment ce qui vibre en moi. Et donc, après ça, après un passage en Inde, alors c'était le Kerala. J'avais rendez-vous dans le Kerala avec mes parents et ma sœur pour passer Noël et le Nouvel An. Et puis ensuite, je devais retourner. euh, en fait, je devais retourner aux Philippines. C'est ça. Je devais retourner aux Philippines pour continuer à travailler avec une ONG. Et là, en fait, j'ai su profondément que je ne continuerais pas à faire un mois de plus en bénévolat dans cette ONG. Je m'entendais bien avec tout le monde, ça se passait bien, mais il y avait un appel autre, en fait, beaucoup plus radical et profond, qui était, en fait, j'ai besoin de côtoyer davantage des dimensions subtiles et invisibles de la vie, du monde, parce que je sens que j'ai à trouver des réponses là. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que Caroline m'avait parlé d'un guérisseur qui faisait des miracles. Je pensais pas du tout parler de ça aujourd'hui dans cette vidéo, mais voilà, ces rendez-vous-là, je voulais déjà partager dans d'autres vidéos. J'ai décidé que c'était de l'émergence, donc je pose des choses sur le papier autour d'une thématique centrale, puis ensuite je laisse émerger. Et donc j'ai décidé d'aller côtoyer ce guérisseur qui faisait des miracles. En fait, je me suis dit, je vais essayer de passer du temps avec lui, ce guérisseur aux Philippines. J'étais pas sûre que ça marcherait, mais ce que j'ai fait, c'est que je suis retournée aux Philippines, parce que je pense que de toute façon, j'avais mon vol qui était booké pour les Philippines. Et au lieu, donc j'ai informé l'ONG, mes partenaires avec qui je travaillais que j'allais pas pouvoir poursuivre. Et je me suis donné en fait l'opportunité d'aller dans un endroit où il y avait beaucoup de guérisseurs autour. Je me souviens plus du nom de comment ça s'appelait, mais c'était sur l'île principale des Philippines. Et quand j'étais là-bas, en fait, je me suis donné à peu près une semaine pour me dire je vais trouver un guérisseur avec qui je vais pouvoir explorer. Et c'est ce qui s'est passé. En fait, le guérisseur dont Caroline m'avait parlé, donc j'étais aussi très en confiance parce qu'elle avait fait des expériences avec lui et j'avais toute confiance en elle. Je m'aventurais pas n'importe où non plus. Et ben, j'ai pu me joindre à un groupe qui faisait un travail de guérison avec lui. Et puis j'ai passé en fait 2 semaines en tout. D'abord la première semaine avec le groupe, avec des gens assez lourdement malades qui venaient vivre un processus de guérison qui était tant corporel avec l'intervention de ce guérisseur, mais aussi dans une sorte de spiritualité autour des croyances en fait. Et puis ensuite, il y avait une forme de stage, même si c'est dur d'appeler ça un stage, euh, qui était autour de l'énergétique, des chakras, voilà. Donc j'ai fait ça. Et là, en fait, je me sentais hyper vivante, hyper vibrante. Et j'avais l'impression de me rapprocher de moi. Et j'étais tant fascinée par mon processus à moi et tout ce que je découvrais sur moi que les interactions en fait entre ce guérisseur, les autres personnes qui avaient vraiment ces dimensions transcendantales en elles et qui étaient au contact du groupe. Et je sentais que je buvais toutes leurs paroles. J'avais l'impression de retrouver en fait comme une forme d'essence de qui j'étais, tout en étant moi une sorte de mini apprentie débutante, voilà, qui était en train de découvrir tout, mais en sentant que je me rappelais quelque chose d'essentiel. Voilà. Donc j'ai l'impression que j'ai planté le décor de moi, comment je me suis ramenée dans ma mission de vie. Et du coup, les grandes dimensions de c'est quoi notre mission de vie que j'aimerais vous partager. Pour moi, quand je pense à ça, donc je l'ai évoqué, première mission de vie, redécouvrir quelle est notre mission de vie, qu'est-ce qu'on fait sur Terre,
qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce que vous ressentez, que vous êtes venu faire sur Terre. Une fois que vous êtes, entre guillemets, sorti de la matrice, c'est-à-dire de ce quotidien, entre guillemets, métro, boulot, dodo, où en fait, on est là pour répondre à des normes et on fait ce qu'on a appris par notre conditionnement. Une fois qu'on s'est libéré de ça, ben voilà, est-ce qu'il y a cette question de qu'est-ce que je suis venue moi faire, vivre les expériences, avec qui, apporter quoi, c'est quoi mes talents, comment je suis venue les utiliser. Donc ça c'est vraiment découvrir, ça fait partie de découvrir notre mission de vie. Et plus précisément, moi je vois plusieurs volets. Donc le premier, c'est donc cette redécouverte de qui nous sommes en tant qu'humains et notamment qui nous sommes en tant que personnalité déconditionnée. Parce qu'en fait, on a été conditionné par notre famille, par notre éducation, et qui on est n'est pas cette personnalité qu'on a en fait fait évoluer depuis, qu'on porte depuis des années, qui s'est en fait construite sur des mécanismes de survie pour être aimée et validée. Donc on est devenu une personne plutôt comme ça. Par exemple, moi j'étais très intellectuelle, j'adorais la culture. Je me souviens plus de comment était ça. Ah oui, dans la personnalité construite, moi il y avait énormément de perfectionnisme. Il y avait une hyper exigence. Il y avait aussi un truc où il fallait que je sois dans une. Enfin non, c'est pas vrai. J'allais dire un truc qui est pas vrai, donc je préfère me retenir maintenant de le dire. Bref, donc voilà, je saurais pas vous en dire plus, mais on a une personnalité construite et une de nos missions de vie, c'est découvrir qui l'on est au-delà de tous ces mécanismes qui sont en fait des mécanismes qu'on a mis en place pour plaire, être validé, être dans les normes sociales, sentir qu'on a de la valeur, mais une valeur qui est en fait une valeur liée aux normes externes. Donc voilà, premier volet, découvrir qui on est au-delà, en fait, plus profondément de la personnalité qu'on a construite. Ensuite, dans le deuxième, pour moi, ce qui était présent, c'était guérir nos blessures. Parce que forcément, on est arrivé dans une famille, on était un petit être plein d'énergie, plein d'amour, totalement dans une forme de pureté d'expression. Et puis, on a dû trahir des dimensions de soi pour survivre dans cette famille, parce que pour être bien dans cette famille, il fallait qu'on soit aimé. Et donc, on a abandonné des facettes de nous. Par exemple, si on était hyper joyeux, ou alors si on était plutôt colérique ou hyper sensible, on a pu couper ces dimensions-là. Donc, il y a vraiment cette notion on est venu dans une famille, on en a vécu des blessures. Enfin, quand je dis une famille, c'est tout un contexte socio-économique, culturel, etc. Donc, on a vécu de ça, et aussi éducatif, bien sûr. On a vécu de ça des blessures. Et puis, dans un âge adulte et mature, l'idée, c'est de prendre conscience, en fait, de toutes ces blessures qui, d'ailleurs, ont construit notre personnalité conditionnée. Donc voilà, découvrir quelles sont nos blessures et ensuite être dans un processus de guérison des blessures, sachant que je pense que nos blessures, on les guérit toute notre vie et qu'à partir du moment où on vit une vie humaine consciente, on est dans un processus en spirale où dès que c'est accessible, on libère un peu plus, mais moi j'ai l'impression que ça durera vraiment toute notre vie, toute ma vie en tout cas. Donc voilà, la guérison de nos blessures. Ensuite, en troisième volet de quelle est notre mission de vie, pour moi, il y a cette notion de, en fait, se souvenir des dons qu'on a amenés avec nous pour cette vie sur Terre. Et pour moi, on a tout un premier pan de vie où on se prépare. On apprend à naviguer socialement, le monde, la vie, les relations, etc. Puis il y a un moment où il y a une sorte de wake-up call où on réalise que en fait c'est limitant, c'est pas ça. Et donc on est appelé à redécouvrir nos élans propres. C'est un peu le processus d'individuation, comme on dirait en psychologie, devenir réellement soi. Et du coup, moi par exemple, ça a été l'étape de me dire, c'est quoi mes dons et mes capacités? Et en fait, ce qui n'est pas évident, c'est que mes dons et mes capacités, déjà, ils peuvent s'exprimer, nos dons et capacités, que dans les contextes, les expériences où on a pu les expérimenter. Donc peut-être qu'on n'a pas vécu toutes les expériences qui nous ont permis de les révéler, de les mettre au monde. Et puis nos dons et capacités aussi, ce qui est tricky, c'est que c'est tellement une évidence pour nous que on n'en est pas conscient.
c'est ce qui peut aussi s'appeler le génie personnel. C'est-à-dire qu'on fait ça de façon tellement spontanée qu'on ne se rend pas compte à quel point ça apporte de la valeur aux autres. Par exemple, pour moi, ça pourrait être, moi je crée un climat de sécurité hyper spontanément, sauf qu'en fait j'ai mis des années à m'en rendre compte. Et c'est en travaillant avec un psychanalyste que j'ai découvert que c'était grâce à des blessures d'enfance, de toute petite enfance, où j'ai manqué de sécurité, que du coup j'étais devenue une experte en création de sécurité pour moi-même et que par extension, du coup, quand quelqu'un entrait dans mon espace, j'étais tellement sensible à la notion de sécurité que je savais créer un espace sécure pour les autres autour de moi. Et aujourd'hui, en fait, c'est un don exceptionnel que j'utilise dans mon métier. Mais vous voyez que, enfin, vous voyez pas forcément tout le chemin, mais c'est pour vous donner une idée que c'est tout un chemin et donc une mission de mettre mettre au jour les dons qu'on a à offrir aux autres et au monde. Et puis se dire aussi, oui, j'ai des choses spécifiques à offrir aux autres et au monde. Donc voilà, redécouvrir ces dons-là et ces capacités, ces forces. Et du coup, oui, ce que j'ai envie de dire, c'est que, en fait, dans le métier aligné pour nos vies, pour une vie alignée, on ne s'épuise pas dans notre travail. C'est-à-dire que notre travail, c'est utiliser nos dons, nos forces, nos qualités, ce qui fait que on est à la bonne place et en les utilisant, on donne, mais aussi on reçoit parce que, en fait, c'est facile de faire ça. Donc, au début, il y a toujours un temps d'apprentissage. Par exemple, quand j'ai appris le coaching tout au début, j'avais quand même une méthode à faire coïncider avec mes talents innés. Mais néanmoins, il y avait tellement d'enthousiasme et de stimulation à comme retrouver en fait un don et des qualités en moi que il y avait une grande évidence. Donc voilà ce que je veux vous dire sur les dons et les qualités. Et puis, dernier point, en fait, de cette mission de vie, c'est les mettre au service des autres. Puisque, pour moi, en fait, on est vraiment là pour offrir nos qualités innées aux autres. Et ça, j'ai envie de nuancer aussi, parce qu'on peut se dire, waouh, il faut créer vraiment une activité professionnelle, hyper alignée, tout ça, mais je veux dire non. Je pense que oui, ça se manifeste dans une activité professionnelle alignée, mais aussi dans notre vie quotidienne, avec nos enfants, notre conjoint, tous les gens qu'on côtoie. En fait, on peut amener des qualités intrinsèques et innées. Par exemple, des qualités, ça peut être de la joie, de l'optimisme, ça peut être une forme d'exigence qui pointe ce qu'on peut faire de mieux, ça peut être une détermination, une persévérance, le fait de ne pas lâcher. En fait, on amène plein de qualités et c'est important de se connecter à nos qualités essentielles. Donc, dans cette notion de contribuer aux autres, de se mettre au service, moi j'aime bien parler de a life of service, moi je me sens dans une vie au service, dans le volet pro. Voilà, c'est mettre au service des autres nos qualités et ça, donc on le fait globalement, pas besoin de 1000 efforts pour rayonner nos qualités, une fois qu'on a fait la paix à l'intérieur de nous, que on a fait un peu le ménage pour se mettre au bon endroit dans notre vie. Et ensuite, ce que j'ai envie de dire, c'est que sur la partie se mettre au service dans une dimension plus professionnelle, ça peut être exigeant et difficile. Parce que on peut être très bon, par exemple, dans ce qu'on fait, dans des qualités, par exemple, de healing. Alors, je dis un mot un peu spécifique qui parlera peut-être pas à tout le monde, mais pour moi, le healing, c'est le travail en guérison, c'est aider les autres à se réaligner, à se souvenir de qui ils sont. C'est ce que je fais, ce que font beaucoup d'autres personnes autour de moi, même si on n'appelle pas forcément ça comme ça. C'est écouter, prendre soin de soi, prendre soin de ses besoins, se reprioriser, suivre notre joie, suivre nos élans. En fait, devenir un être dans sa pleine vitalité et à sa place. Pour moi, les gens qui accompagnent les autres à faire ça, j'appelle ça du healing, même si tout le monde n'appelle pas ça comme ça. Et j'ai perdu mon fil, mettre ça au service. Oui, donc on peut être très bon dans ces qualités-là et on peut être beaucoup moins bon d'un point de vue, par exemple, mais comment je trouve des clients. Donc ça demande de développer des compétences. Et petite parenthèse, je trouve que toutes les formations, en fait, business, j'en ai fait plein, parce que j'avais besoin d'apprendre par rapport à ça, sur comment trouver des clients, etc. Je trouve que ça peut être assez peu adapté à des personnes qui sont guidées par leur cœur,
qui sont justement en train d'apporter ces façons d'être nouvelles au monde en étant dans cet alignement. Et moi, je crois que il y a une autre chose qui fonctionne tellement plus puissamment, c'est se reconnecter profondément à soi, trouver le chemin pour se faire profondément conscience et aller vers sa singularité. Et rayonner cette singularité, plutôt que trouver plein de méthodes en fait qui peuvent au contraire nous éloigner de qui on est. En tout cas, moi, c'est ce qui s'est passé pour moi, ça marchait pas du tout pour moi. Donc, nous éloigner de qui on est et créer beaucoup de jugements de l'ordre de « Ah, j'y arrive pas, je suis pas capable ». Et en fait, du coup, ça, hop, le critique intérieur qui se réveille à fond et ça nous met dans une énergie pourrie alors qu'on a tellement de choses à offrir au monde. Donc, j'étais dans ce volet de mettre au service. Ah oui, et du coup, se mettre au service des autres, ça peut aussi créer d'autres défis. Vous connaissez certainement cette citation de Marianne Williamson qui vient de Un cours en miracle qui a été reprise par, il me semble, Nelson Mandela, qui est notre plus grande peur est en fait de se mettre dans la lumière et de faire pleinement confiance au fait qu'on est un être rayonnant, qui a tellement de capacité et de puissance. Et en fait, c'est terrifiant. C'est terrifiant. Pourquoi ? Parce qu'on a construit... En fait, il y a eu tellement de blessures dans nos enfances et c'est des petites blessures, hein. On n'a pas besoin d'avoir vécu des grosses blessures. Moi, j'accompagne pas des personnes qui ont vécu des grosses blessures. Je sais pas faire ça. Mais donc, on a tous vécu tellement de petites blessures. Ça peut être que, par exemple, on a rapporté un 14 sur 20 à la maison et puis pour nous, c'était une catastrophe. Ou alors, on avait, je sais pas, une petite sœur qui était comme ci, puis nous, on se comparait, et puis on n'était pas à la hauteur. Ou voilà. C'est plein de petites blessures, en fait. Donc, on a eu plein de blessures. Ces blessures ont créé des parts blessées en nous parce qu'elles sont venues overwhelm, submerger notre système. On était petits, on avait entre 0 et 7 ans dans cette construction. On ne savait pas comment gérer. Qu'est-ce qui se passe ? L'être humain est super bien fait. Bim, la souffrance encapsulée dans une sorte de structure qui s'appelle une part blessée. C'est inspiré de l'IFS et du focusing, une formation que j'ai faite aux États-Unis, ça. Ce que je vous partage pour vous citer mes sources. Donc, cette part blessée, elle vient s'enfouir dans l'inconscient. Son rôle, faire en sorte que jamais l'être humain qu'on est ne retouche ce niveau de souffrance insupportable. Et cette part, blessée, crée une sorte de sœur jumelle, j'aime bien faire ce schéma-là, qui est une part protectrice. Et son rôle à elle, c'est d'être une vigie. Je vais m'assurer dans chaque jour, chaque minute, chaque seconde, que jamais une personne ou une situation ne se présente qui risque de me faire retoucher cette souffrance-là. Nos souffrances, elles étaient de l'ordre de être abandonné, être trahi, être dans la honte, pas à la hauteur, stigmatisé. Vous voyez le genre. Et ben du coup, dès que je veux me mettre dans la lumière pour dire bah oui, moi je sais faire ça, j'ai ça à offrir au monde, je suis capable d'amener cette qualité aux autres. Mais en fait, il y a plein de parts de nous qui flippent. Donc ça peut demander un travail. Et moi, j'ai beaucoup travaillé sur moi par rapport à ça. Et puis, j'accompagne d'autres personnes qui veulent faire ce processus à justement apaiser toutes ces parts-là. Donc voilà. Et pour conclure sur cette notion de... C'est quoi pour moi les facettes de notre mission de vie en tant qu'humain ? Déjà, un point, je pense qu'on n'est pas tous là pour être conscients de notre mission de vie. Je vois plein de gens autour de moi, en fait, ça les intéresse absolument pas. Et peut-être que jamais dans leur vie, ils se poseront cette question-là. Et en fait, c'est ça aussi la richesse de cette planète Terre, c'est qu'on peut vivre énormément d'expérimentations, d'explorations différentes dans une vie d'humain. Et donc, pour moi, en fait, certains d'entre nous, et si vous regardez cette vidéo, si vous êtes toujours là, c'est qu'a priori ça vous parle. Pour certains d'entre nous, on est fait pour expérimenter là, pour être dans ce type d'incarnation, ce type de transmission, ce type de conscience. Et pour d'autres, pas du tout. Donc voilà, je voulais juste nommer ça. Et puis par ailleurs, je voudrais dire aussi que pour moi, la première des raisons pour laquelle on est sur Terre, c'est pour aimer. Pour expérimenter de l'amour, pour ressentir de l'amour envers soi, de soi à soi, parce que c'est le plus important, l'amour vis-à-vis des autres, et surtout pour expérimenter toutes les barrières qui nous empêchent de ressentir l'amour, parce que en fait, on apprend par contraste, et c'est en apprenant le manque d'amour et les contraires, en fait, les absences, etc., d'amour, qu'on peut se connecter à ressentir réellement l'amour. Et chaque être humain, pour moi aussi, vient vivre des expérimentations différentes par rapport à ça.
Mais pour moi, en fait, le socle de toute vie humaine, c'est vraiment l'amour. Je pense que l'amour est la force qui fait tourner le monde. C'est quelque chose que m'avait transmis ça James Flaherty, avec qui je me suis formée au coaching. Il disait quelque chose comme Love and devotion is what makes the world turn around. Et je crois énormément à ça. Et je pense que tout acte, je dévie un peu de mon sujet, mais c'est pas grave, tout acte méchant, mal, mauvais, entre guillemets, qu'on pourrait nommer comme ça, est en fait une recherche inconsciente d'amour. Bref, je sais pas pourquoi j'ai dit ça. J'ai déjà parlé depuis une demi-heure, ça fait vraiment beaucoup. Donc, dans cette recherche de mission de vie, en général, ça va partir. Le début du chemin, c'est, en tout cas moi, la façon dont ça s'est passé, puis je vois que pour pas mal de gens, ça se passe comme ça, c'est comment je peux avoir un impact sur le monde et les autres, comment je peux être au service, comment je peux apporter de la valeur. Et sur ce chemin-là, ça permet de se découvrir soi-même, parce qu'on se dit, ok, ça va être quoi mes outils? Ok, avec qui je veux travailler? Waouh, ça me fait trop peur de faire ça. Donc on vient travailler sur soi, on vient se découvrir, etc. Et moi, ce que j'ai observé autour de moi, c'est que les personnes qui arrivent à rayonner leur mission de vie et leur activité, c'est des personnes qui ont énormément fait des séances de thérapie, de coaching, qui se sont beaucoup fait accompagner. Moi, je me suis énormément fait accompagner. Et en fait, ce qui est hyper intéressant, c'est que quand on est dans cette voie de healer, thérapeute, coach, même des facilitateurs qui aident dans des processus de meilleure communication, etc., j'ai oublié ce que je voulais dire. Donc, quand on est dans cette voie de healer, comme je l'évoquais, ce qui se passe, c'est que en général, on est en fait hyper curieux déjà de se découvrir soi, de se connaître mieux. On se forme énormément. Et en fait, chaque formation, où au début on se dit « Tiens, j'ai envie d'apprendre ça pour aider les autres à faire ça », en fait, on se découvre énormément soi. Voilà. Et du coup, donc, dans la voie de vouloir apporter aux autres, il y a un chemin qui se fait de se transformer soi, de se découvrir soi, d'aller guérir nos blessures pour pouvoir vraiment offrir ce qu'on veut offrir. Et du coup, c'est très puissant juste d'être sur ce chemin. J'avais envie de vous parler un petit peu de ce qui m'a aidée dans ma recherche, moi, de mission, de vie. En fait, je sentais, depuis que j'ai eu... je ne saurais pas dire quand c'est arrivé exactement, mais à partir du moment où je me posais ces questions de comment je mets mon talent au service, en fait, il y avait vraiment un truc en moi de... Je suis faite pour apporter des choses sur cette terre. Je suis venue accomplir une mission sur cette terre. Et donc, j'étais très aussi passionnée, mais aussi un peu obsédée par qu'est-ce que c'est, comment je le fais. J'y pensais tout le temps. Donc, j'étais un peu en burn-out par moment de juste me poser toutes ces questions. J'ai aussi d'autres enjeux. Donc, bref, je tournais parfois un peu en rond avec ça. Et donc, il y a des choses significatives qui m'ont aidée. D'abord, ce qu'il y a eu, c'est une session avec une astrologue. En fait, quand j'ai eu 28 ans, ma mère, pour mon anniversaire, m'a offert une session avec une astrologue qu'elle connaissait, qu'elle trouvait super. Et ça a été exceptionnel. C'est tombé au moment où je préparais mon année sabbatique. Et cette astrologue, en fait, m'a aidée. Parce que dans la préparation de mon année sabbatique, il y avait vraiment ce truc de « mais tout est possible. Je peux aller partout sur Terre avec n'importe qui. En fait, je fais quoi ?» C'était vertigineux. Et du coup, elle m'a aidée à vraiment voir quelles étaient mes forces, parce que moi, je suis une Verseau, il y a quelque chose d'un peu avant-gardiste dans le Verseau et donc dans moi. J'ai une forte singularité et j'ai aussi du coup des faiblesses assez marquées sur certains domaines de la vie, que d'ailleurs le fait d'avoir des enfants m'ont fait beaucoup travailler. Et en fait, elle m'a amenée à ne pas du tout aller compenser des faiblesses, mais à aller miser à fond sur mes forces. Et ça a beaucoup marché. Donc voilà, elle m'a aidée à vraiment avoir plus de clarté sur qui j'étais. Et en fait, ce que je trouve intéressant dans ces rendez-vous, c'est pas de prendre pour acquis tout ce que la personne nous dit, tu fonctionnes comme ci, comme ça, mais c'est plus quand quelqu'un d'extérieur voit ces choses-là de nous, sentir ce qui nous parle et se sentir vu et reconnu et sentir une sorte de validation de « Ah mais oui, ça c'est qui je suis ».
Et donc, je vais encore plus m'appuyer là-dessus. Et puis ces personnes-là, c'est des spécialistes du développement personnel et spirituel. Pour moi, dans la spiritualité, il y a vraiment l'expression pleine de qui nous sommes et de ce qu'on est venu faire sur la planète. Donc, il y a eu cet astrologue. Après, il y a eu la rencontre avec Caroline. Donc, Caroline, c'est la jeune femme dont je vous parlais, à Auroville. Et donc, j'ai envie de dire que ça passe énormément par des rencontres. Je parle que d'elle, mais j'ai eu beaucoup de rendez-vous, en fait, qui... à la fois dans l'année où je préparais mon année sabbatique et dans l'année sabbatique elle-même et ensuite dans toutes les autres années, en fait, les rencontres ont été phénoménalement importantes. Pour comprendre qui j'étais, pour avancer. Voilà, il y a eu plein de façons où les rencontres m'ont aidée. Mais du coup, je vous invite vraiment à vous laisser guider par... quand vous sentez que vous avez envie de passer du temps avec une personne, ça m'est encore arrivé là récemment, c'est quelqu'un que j'ai repéré sur les réseaux sociaux, qui est plutôt psychothérapeute à Bordeaux. Et en fait, depuis un certain temps, je me dis, cette personne-là, je voudrais la rencontrer, etc. Puis, je lui ai envoyé un premier message parce qu'il organisait des ateliers. Puis, en fait, il est en pause d'atelier. Puis, du coup, je me renotais. Je me dis, attends, pour être sûre, parce que j'ai pas quand même 1000 temps dans ma vie de maman, avec toutes les facettes de ma vie. Donc, j'ai vraiment laissé genre 6 mois. Et en fait, à chaque fois que je vais à des rendez-vous, des trucs de développement personnel où je m'extrais de mon quotidien, j'ai son prénom qui me vient, je me le note sur mon cahier et là, je me suis dit, allez, je lui écris, je lui propose un café. Et du coup, je rencontre cette personne-là dans pas longtemps du tout. Et je suis très contente. Et ces rencontres-là, enfin voilà, ça peut être des synchronicités hyper fortes en fait. Et dites-vous aussi que cette rencontre, elle peut vraiment avoir un impact fort sur vous, mais elle peut aussi avoir un impact fort sur les autres. Et moi, il y a des personnes notamment une personne avec qui je travaille aujourd'hui, c'est une personne que j'ai accompagnée. Maintenant, j'œuvre un petit peu avec elle. Et en fait, quand on s'est rencontrés, moi, j'avais fait quelques pas de plus sur mon chemin qu'elle. Et elle m'a dit après, je l'aime énormément, elle m'a dit, après t'avoir rencontré, je me suis mise à pleurer. Et elle a beaucoup pleuré. Et en fait, pour moi, entre humains, on est là pour s'aider à se rappeler qui on est. Donc voilà, c'est important qu'on ait conscience de ça en fait et qu'on dédie le temps que ça mérite aux relations, aux rencontres, avec cette intentionnalité, avec cette qualité de présence. Donc les rencontres, et donc ça c'était Caro. Et après, il y a, peut-être pour vous parler, une autre approche qui m'a énormément aidée, c'est le life design, où j'ai découvert que j'étais projecteur. Et en fait, ça m'a énormément expliqué pourquoi j'avais l'impression d'être atypique, de ne pas fonctionner comme les autres. Et en fait, le projecteur n'est pas du tout fait pour fonctionner comme la majorité des profils. C'est un guide. Je pense que j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. C'est des personnes, du coup, les projecteurs qui ont une perception de la réalité autre, plus profonde, plus subtile et qui sont capables, du coup, d'aider énormément les personnes, mais seulement les personnes qui sont preneuses de ça. Qui sont prêtes à entendre ça. Et en fait, pour être connecté à ce qu'on perçoit de précieux, on a besoin de beaucoup prendre soin de nous. Et donc, par exemple, moi, le soir à 19h, en fait, je suis crevée. Et quand j'ai une soirée ou des trucs, c'est dur pour moi. Et quand je vois les autres autour de moi qui sont là, ouh, trop bien, non, moi, je suis là, mais en fait, moi, j'ai juste besoin d'être seule et de rien faire, enfin, d'être au contact de moi, etc. C'est aussi les projecteurs des personnes qui ont besoin de pas mal de temps d'introspection. Des temps de ressourcement, régénération, de prendre soin de notre corps pour qu'on soit bien en énergie. Donc, on a besoin de préserver notre énergie pour donner le meilleur de nous. Donc, on a besoin aussi de trouver des business models qui sont adaptés. Et du coup, donc je sens que j'arrive à la fin, puis j'ai pas envie de faire une vidéo qui dure 3000 ans. Mais du coup, peut-être... Je regarde par rapport... Oui, peut-être quelques suggestions si vous sentez que ça vous appelle là, de vous connecter davantage à votre mission de vie dans les différents volets que j'ai identifiés. Donc, la première chose qui est utile, c'est en fait se reconnecter à soi. On a besoin de s'extraire du quotidien, surtout si on a une vie très remplie, que ce soit au travail ou familial, parce qu'on est parents. Donc, trouver des moments pour s'extraire. Moi, je suis partie 1 an en année sabbatique. Ensuite, j'ai fait 1 an de formation de coaching à San Francisco. Donc, je me suis donné vraiment
en fait, mais c'est arrivé comme une évidence. Hein. Je me suis pas dit, je vais faire ça pour ça. Je me suis vraiment donné un cadre assez exceptionnel où je me suis extraite de mon quotidien pour me découvrir moi. Mais ça peut juste passer par, je prends 3 jours, je prends une semaine, je vais faire une retraite, je vais faire même un week-end au bord de la mer toute seule, juste pour écrire dans mon journal ou pour contempler la mer. Voilà, il n'y a pas besoin de choses extraordinaires, mais pour se connecter à soi, on a quand même besoin de sortir de notre quotidien. Parce que sinon, on se dit, ah non, mais il faut que je fasse la machine à laver, et puis le jardin, il y a des feuilles d'olivier sur la terrasse, nanana. Et puis, il faut que je fasse ça pour mon enfant, et puis nan, et on n'arrive pas, en fait. C'est très difficile. Et même quand on n'a pas forcément de famille, ben, en fait, notre contexte quotidien nous ramène à tout ce qu'on a à faire dans notre maison, et on a besoin de sortir vraiment du quotidien pour se connecter davantage à qui on est un peu plus radicalement et efficacement, je trouve. Donc voilà, je vous invite à faire ça si ça vous parle, si vous en ressentez l'appel. Et puis poser une intention, parce que on ne sait pas forcément à quel point poser des intentions, c'est hyper puissant et pertinent par rapport à ce qu'on désire, mais le désir de notre cœur, bien sûr, pas le désir de l'ego. Donc si c'est un désir aligné, écoutez dans votre cœur, sentez quelle est votre intention. Donc, en lien avec ça, il y a, pour se connecter à nos missions de vie, notre mission de vie, il y a cette notion on a besoin d'être en silence. On a besoin d'être dans des temps de méditation, de présence. Juste pour, comme il y avait une de mes clientes qui a utilisé l'image de la pulpe orangenée et la pulpe, et où du coup c'était comme si l'orangenée était secoué, il y avait de la pulpe partout. Bah, c'est comme c'est notre quotidien, il y a de la pulpe partout. Et pour clarifier quelle est notre mission de vie, eh ben, il faut que la bouteille d'orangenée elle se pose et que toute la pulpe elle descende, elle se pose en bas. Pour reprendre cette image-là, ça pourrait être la boule de Noël avec la neige dedans. Enfin la boule plutôt, la boule avec la neige. Mais voilà, on a besoin de temps d'ancrage, de méditation, parce que sinon on est sans cesse dans le mental, sans cesse dans l'intellect, sans cesse dans les to-do list. Et il faut que j'accomplisse ça, et puis on ressasse tel truc du passé, pourquoi j'ai dit ça, pourquoi j'ai fait ça. Ça peut pas marcher à partir de là. Donc on a besoin de se créer une discipline de temps. Et parfois on peut se dire, ah non mais j'ai pas le temps, mais en fait c'est un investissement en fait. En faisant ça, moi, je commence toujours mes séances de coaching par quelques minutes d'ancrage pour mes clients et même les séances collectives, même les animations de formation. C'est tellement important, en fait, pour démarrer le moment à partir d'un autre état intérieur qui est beaucoup plus aligné. Donc voilà, je vous invite à ça aussi. L'écoute de soi, écouter ses besoins. Comment nos émotions écoutent nos besoins. Si vous n'avez pas exploré la CNV, je vous invite à explorer la CNV. Puis moi, on m'a dit une phrase mais tellement impactante un jour, c'était en fait, tu peux te laisser guider par ta joie. J'étais là, pardon. C'était tellement en désaccord avec ce que j'avais appris dans ma vie. Ah bon? Et maintenant, j'utilise vraiment ma joie comme boussole. Donc ça aussi, ça vous met sur le chemin de votre mission de vie. Donc voilà, suivez votre cœur, ne résistez pas à la vie. Quand vous sentez des appels, organisez-vous pour répondre à ces appels. En général, s'il y a des appels forts, ce qui peut se passer, c'est des résistances de l'esprit rationnel qui dit « Mais non, c'est pas raisonnable de faire ça. Non, mais comment tu vas gérer ça ?» Mais en fait, la question, c'est quelle vie on veut vivre. Est-ce que c'est une vie rationnelle où on fait... ce qu'il faut pour être comme il faut, etc. Ou est-ce qu'on veut vraiment se révéler à nous-mêmes, devenir qui on est, profondément, authentiquement, offrir ça au monde? Alors oui, ça demande de sortir de notre zone de confort, mais c'est tellement précieux. Moi, par exemple, une des difficultés que j'ai aujourd'hui en tant que maman, c'est que pour faire des trucs, j'ai besoin de demander à d'autres de garder mes enfants, par exemple. Et ça, demander de l'aide, pour moi, ça a été hyper dur. Et encore maintenant. J'ai des grosses résistances à demander de l'aide parce que je voudrais être hyper indépendante. J'ai un peu ça comme processus à l'intérieur de moi, comme schéma de fonctionnement. Et en fait, quand je demande de l'aide et que du coup j'ai confié à mes enfants et que je peux aller par exemple à ce cours de danse des 5 rythmes où je me sens mais tellement en reconnexion avec moi, je me dis waouh, là la vie elle est merveilleuse et je suis hyper fière de moi d'avoir créé ça. Et je me sens aussi dans cette interrelation. En fait, cet inter-être, cette interdépendance avec les autres où j'ai besoin de l'autre, l'autre a besoin de moi et je peux soutenir, être soutenue. Et c'est pas juste... c'est assez classique dans mon fonctionnement et dans le fonctionnement de beaucoup de personnes très sensibles et très empathes
être beaucoup en soutien et peu demander d'aide en fait. Et puis pour les mamans, ça peut être beaucoup ça aussi. Voilà. Et donc, autre invitation, avancer petit pas par petit pas, avec beaucoup de douceur vis-à-vis de soi. Attention aux critiques intérieures. Travailler le critique intérieur, c'est super important si vous sentez qu'il vous met trop de bâtons dans les roues. Et apaiser la relation à soi. Si vous sentez qu'il y a des luttes internes, c'est important de venir apaiser ces luttes internes pour que vraiment le vous, dans votre plein potentiel, il puisse s'exprimer et que vous puissiez piloter votre vie à partir de là. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui parce que j'ai beaucoup parlé. Je me sens assez, je vais pas dire, parce que c'est émerveillée. En fait, il y a un peu ce truc de waouh, c'est super intéressant ce qui se passe quand j'ai une thématique qui vient aujourd'hui. Enfin, ça fait quelques jours que ça se prépare, hein, parce que maintenant c'est le lundi, j'ai mon rituel le lundi. J'ai ma matinée, je me pose vers 11h midi pour enregistrer ma vidéo. Et du coup, quelques jours avant, je me dis bon, ça va être quoi le thème de lundi? Et là, ça a monté durant les derniers jours. Et en même temps, en fait, je sais que c'est une grande thématique, donc j'y pense de temps en temps. Il y a des petites idées qui viennent, mais rien de très précis. Pile avant, je me pose et je note des notions clés. Et ensuite, bim, je mets le bouton enregistrer, mais j'ai aucune idée de comment ça va s'orchestrer tout ça. Et du coup, je pensais pas que j'allais parler autant, par exemple. Et en même temps, je sens que c'est juste tout ce enfin, c'est des partages qui, j'espère, et je trouve, j'ai l'impression, ont de la valeur, ce que j'ai partagé avec vous. Et ce que je voulais vous dire, c'est si vous sentez vraiment que vous avez cet appel, que vous êtes venu sur Terre pour accomplir quelque chose de précieux pour les autres, rappelez-vous qu'il y a aussi tout un chemin qui est vis-à-vis de vous. Et puis ne laissez pas que ce soit des petites voix intérieures ou des personnes externes vous faire oublier ça ou amoindrir ça. Parce que c'est une chose très, très, très importante à écouter. C'est qui vous êtes profondément. Et c'est le sel de la vie pour moi, en fait. L'expression de qui on est sur Terre. Dans la liberté, l'authenticité, en ayant adouci, en fait, toutes les parts protectrices et en ayant consolé toutes les parts blessées. Je vous souhaite une belle suite de journée et je vous dis à bientôt.